quand je suis responsable, je suis libre. Et je peux dire oui et je peux dire non. À partir du moment où je m'essuie sur la société, le gouvernement, le système scolaire, papa, maman, la France, le contexte économique. Ça y est, je suis à poil. Je suis émasculé, je viens de m'émasculer tout seul. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Monsieur Géraud Deléa. Comment ça va, Géraud ? Ça va super bien. Tant plus vieux, comme je disais, on a une petite atmosphère ASMR un peu. J'adore. Bienvenue à toi. Merci de m'accueillir dans ce très bel espace, chez vous. J'avais envie de dire, je pense que vous n'êtes pas prêt pour cette conversation, mais peut-être que vous l'êtes. On va parler de la grandeur ou rien. Avant ça, Géraud, est-ce que tu pourrais te présenter ? Le fameux qui suis-je ? Géraud Deléa, j'ai 41 ans. Je suis père et beau-père de 2 garçons. Je suis marié à Anissa Lalahoum, femme extraordinaire qui elle-même est mentor, accompagnante pour femmes. Je suis moi-même mentor, accompagnant pour hommes. Quand je dis mentor et non pas coach, parce que j'emmène les hommes là où moi j'ai déjà été. Donc je n'emmène pas un homme là où je n'ai pas été. Je le redirige vers des collègues ou d'autres hommes en qui j'ai confiance, d'autres accompagnants. Dans les grandes lignes, je viens d'Orléans, donc de province. J'ai grandi avec ma mère. J'avais un père que j'ai aimé et respecté, qui pouvait pour X raisons pas toujours être présent, qui est décédé à mes 21 ans. J'ai passé 8 ans au Japon, dans cette vingtaine. Je suis passé par la case Légion étrangère, arrivé à la trentaine. Et puis j'ai exploré tout ce que je pouvais explorer. J'ai toujours été passionné de masculinité, de façon globale, intégrale, comme dirait Ken Wilber, un peu holistique, au niveau du corps, au niveau du relationnel, au niveau de l'intimité, au niveau de relations d'autres hommes, etc. Donc voilà à peu près les grandes lignes. Et aujourd'hui, j'accompagne des hommes plutôt sur un critère haut de gamme, et je lance cette année le Club des Initiés. On va avoir l'occasion de reparler en détail du Club des Initiés. Déjà, félicitations et merci de faire ce travail. Je pense qu'il est important, il est essentiel. On parle beaucoup de féminin sacré et bravo à ces femmes qui font le travail. Et il y a l'autre pan, le masculin, le yang. Et en l'occurrence, le sujet dont on va parler aujourd'hui n'appartient pas uniquement aux hommes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie masculine dedans aussi. La grandeur ou rien. Alors c'est un sujet que je t'ai proposé parce que j'ai vu que tu avais parlé de ça récemment et ça m'a beaucoup intrigué. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que rien que cette phrase, je pense qu'elle pourrait mettre mal à l'aise beaucoup de gens. Rien que ce mot, la grandeur. Alors comment est-ce que tu le conçois, toi ? Ouais, c'est clair que c'est un terme qui peut déchaîner un peu les égos, qui peut paraître égoïque, et ça je le comprends. Sauf que je rajoute toujours la grandeur telle que tu la conçois. Donc c'est ta grandeur à toi. Tu sais, c'est comme cette fameuse notion de richesse. On n'a pas tous les mêmes espaces de richesse. J'aurais pu dire l'excellence, mais il y avait ces termes de grandeur. Récemment, je regardais un de tes podcasts où tu parlais d'autorisation. Tu dis oui, le mot-clé, c'est s'autoriser, absolument. L'autorisation, pour moi, je catégorise vraiment l'humanité entre ceux qui s'autorisent et ceux qui ne s'autorisent pas. Et après, on va l'explorer pourquoi ils ne s'autorisent pas. Mais en général, moi, je travaille avec des hommes qui sont prêts à s'autoriser, qui se sont déjà autorisés, mais qui veulent aller plus loin encore. Et qui veulent explorer cette grandeur pour après inspirer. Pour moi, le pendant, la première phase de la grandeur, c'est d'aller explorer tout ce qui doit l'être pour après en faire profiter un maximum. Ouais, dans la première conversation qu'on a eue ensemble il y a quelques semaines, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu as parlé d'offrir sa puissance au monde. Absolument. Faire cadeau de sa puissance au monde. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça ? Pour moi, c'est le rôle d'un homme, en fait. Un homme doit offrir sa puissance au monde, mais quelle qu'elle soit. Que ce soit dans comment il l'offre dans son travail, dans sa profession, dans sa paternité. Quoi d'autre ? Pour moi, l'opposé de la grandeur et d'offrir sa puissance, c'est de subir. Et t'as pas besoin d'être riche pour offrir ta puissance. Même si l'argent, on pourra y revenir après, il concourt fortement. Tu peux pas aider grand monde si t'as les poches vides. Mais je trouve ça puissant d'offrir un cadre à mes enfants, d'offrir
un repère à ma femme, d'offrir ma vision, ma pleine autorisation, et aussi mes ombres, et aussi les fois où j'ai peur, où je me fais dessus. Mais la grande différence, c'est d'en avoir conscience. C'est pas de foutre ça sous le tapis comme beaucoup font, et puis de faire serrer les dents pendant plusieurs années en faisant semblant que ça s'améliorera pas tout seul. Que ça s'améliorera tout seul, pardon. Ouais, ça finit par nous rattraper de toute manière immanquablement par les événements de la vie, rencontres, accidents, maladies. C'est toujours là. Ce qui ressort dans ce que tu dis en parlant de puissance, encore une fois, les mots ont une connotation pour différentes personnes. Quand on parle de puissance, on pourrait penser à pouvoir, imposer son pouvoir, tyranniser. On pourrait penser à ce genre de choses, mais dans la définition que tu proposes, en fait, il y a quelque chose de différent. C'est offre ton don aux autres, au monde. Parce que comme tu le disais, en fait, il y a différentes manières d'offrir sa puissance. Par son travail, dans sa relation, avec sa famille. C'est pas ce cliché de j'impose mon pouvoir sur les autres. Absolument. Tu as dû voir avec Louis l'archétype du roi, et le pendant du roi, c'est le tyran. Donc la face sombre et obscure du roi, c'est le tyran. Et un roi peut devenir un tyran, et un tyran peut devenir un roi. C'est une analogie que je fais souvent. Et moi, parfois, je dis à des hommes, c'est égoïste ce que tu fais de nous priver de ta grandeur, en fait. De te recroqueviller dans la médiocrité et la non-autorisation, et de ne pas y aller, en fait. Parce que ça te rattrapera toujours. Tu peux aller te cacher, vivre dans le désert, ou aller te cacher, vivre dans un endroit où personne ne te connaît, ça te rattrapera toujours. Tu pourras jamais être seul quelque part. Il y aura toujours des endroits où tu vas être aimé, où tu vas aimer être aimé. Et à partir du moment où tu aimes et tu es aimé, bon, ceux qui nous suivent le savent, pour nous, l'amour, c'est notre nature véritable, comme le disait aussi Rumi. À partir du moment où tu aimes et tu es aimé, tu prends des risques. Et tu peux te brûler les ailes. Bien sûr. Et bien sûr qu'il n'y aura plus de sécurité. Et bien sûr qu'il peut y avoir abandon, il peut y avoir trahison. Ça s'appelle la vie. Et beaucoup d'hommes se recroquevillent dans leur vie par peur de... Pareil pour les femmes. Hein, c'est pas... Là, on parle juste des hommes. Donc je reste focus sur les hommes. Mais je vois beaucoup d'êtres, d'âmes qui vont se recroqueviller dans la peur, dans le non-faire, dans la non-autorisation, en essayant de se convaincre. Et on sait comme le mensonge est confortable. Essayant de se convaincre, bon, c'est le moins pire. Ça, c'est insupportable pour moi. Au Japon, ils disent Shogunai, si on n'y peut rien. Et ils me faisaient péter un plomb quand ils me disaient ça, Shogunai, Shogunai. Je disais, comment ça, Shogunai? Tu sais, Shogunai, c'est... Ça y est, tu viens de me couper les jambes, en fait. Et quand bien même, je peux ramper. Et ce shogunat, il était insupportable. Et je rentre en France et je vois qu'il y a cette culture du shogunat en France aussi. Donc c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est le on n'y peut rien. Je dis pas de changer le monde. Ça, c'est pareil. Pour moi, c'est utopique. Par contre, mais transcende toi qui tu es. Et à partir du moment, tu sais, quand j'habitais au Japon et que je rentrais en France, ça m'est déjà arrivé une fois. À l'époque, on faisait un enregistrement radio, je sais plus. J'étais beaucoup avec des artistes japonais qui étaient en tournée en France. Et je parle avec l'intervieweur, le journaliste, et il me dit t'es vu au Japon, et tu sais, d'une façon un peu il y en a qui ont de la chance, tu vois, les fameux il y en a qui ont de la chance. Et je le regarde, je dis mais t'es français? Il me dit ouais. Je dis t'as un passeport français? Il me dit oui. Je dis t'as 2000 €? Ou tu peux générer 2000 €? Je dis bah oui. Genre c'est pas de la chance, c'est un choix. Cette impuissance acquise, puisqu'on est sur la grandeur ou rien, il y a l'autre côté, l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, il faut que tu m'expliques ça. Penser que, se convaincre qu'en fait on n'y peut rien, et se convaincre qu'en fait c'est comme ça. Ça va encore plus loin. Se convaincre que les autres peuvent, mais que moi je ne peux pas. Parce que mon vécu, mon histoire, mes circonstances. Et donc rester dans cette zone grise où rien ne se passe, rien ne change, mais le temps passe, la frustration grandit. Parce que ce qui ressort aussi pour moi dans ton discours, c'est si tu ne fais pas cadeau de cette grandeur, de cette puissance au monde, tu prives les autres de quelque chose et tu te fais du mal aussi. Tu t'enfermes dans tes peurs. Ouais, bien sûr. Quand j'ai en face de moi aussi des hommes qui sont pères, je leur rappelle à quel point si toi tu règles pas certaines choses, c'est ton fils ou ta fille qui vont se les taper. Ça le travaille aussi en constellation familiale. Et là, t'as certains hommes, si c'est que eux, en fait, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils sont dans un tel état d'illusion, de croyance, de non-amour d'eux-mêmes, qu'ils s'en foutent. Mais quand tu leur mets en face d'eux leur enfant, c'est autre chose.
si ce taf-là, tu le fais pas, que toi-même, tu as récupéré de tes lignées, de ton père, etc., ton fils, il va se taper tout ça après. Parfois, ça les réveille. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'attachement à l'histoire. Ça, je crois que c'est un des plus grosses barrières. C'est vraiment du barbelé qui est entouré autour du monde intérieur de la plupart de hommes et femmes. Hein. De toute façon, ça se voit souvent. C'est l'attachement à l'histoire qui est répété encore et encore. Et c'est pas parce que tu tartines de termes comme lâcher prise et bienveillance que l'histoire est plus là, tu vois. Et des fois, je vois des hommes et des femmes qui racontent sempiternellement leur histoire à chaque nouvelle retraite spirituelle. Et il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et à partir du moment où tu sors de cet attachement à l'histoire personnelle, alors pour moi, il y a un espace d'ouverture. Et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est d'être entouré. D'où l'importance d'un réseau de groupes. C'est pour ça qu'en général, là où il y a le plus gros résultat, c'est quand tu as un groupe. Tu vois. Je donne souvent l'exemple de quand tu es sportif, tu vas pas t'entraîner tout seul en mode non, je fais le coach, le diététicien, je me fabrique moi-même mes chaussures. Enfin non, tu as tout un écosystème autour de toi. Les sportifs, ouais, les athlètes, je pense à des sports de combat, ils ont toute une équipe. Tu as toute une équipe. Sparring partner, ton coach, peut-être nutritionniste aussi après. Absolument. À plus haut niveau, il y a aussi tout ce qui concerne les soins. Bien entendu, s'entourer. Mais justement, puisque tu parlais du groupe, pour revenir à la grandeur, pour moi, la grandeur, ça m'évoque aussi quelque chose dans les connotations négatives qu'on peut avoir, c'est la grandiloquence. Le fait de vouloir... se faire plus grand qu'on n'est. C'est la définition qui a popé dans ma tête, mais tu vois, même ça, je pourrais la remettre en question. L'arrogance ? Peut-être, oui. Ouais. Est-ce que chercher sa grandeur, ce n'est pas être arrogant ? On pourrait commencer par ça. Tu sais, tout comme j'ai appelé mon podcast Virilité saine, oui. Alors que j'ai fait des vidéos qui démontaient la vérité. Tu vois, où je dis que la vérité, ça n'a absolument aucune base scientifique ou quoi que ce soit. C'est juste culturellement, les hommes se sont entendus un peu partout dans le monde. On a à peu près toutes les ethnies et quasiment tous les peuples se sont entendus à peu près pour avoir les mêmes codes de vérité. Tu vois, tu le retrouves à peu près partout. Un peu la même chose pour la grandeur. J'ai fait exprès d'utiliser ce terme pour réveiller, pour susciter quelque chose. J'ai pas dit l'empathie sympa ou rien. Tu vois, j'aurais pu, mais c'est pas mon délire. Et la grandeur, parce qu'en vrai, quand on fait parfois, tu sais, des combats rituels, je vois des hommes qui sont dans une espèce de timidité. Enfin, toute leur PNL parle, leur corps, leur posture parle d'elle-même. Et je les vois des fois, tu sais, quand ils font un combat et après, tu sais, je les vois hurler, je les vois dans leur grandeur. Et pas dans la grandeur qui écrase les autres. Je les vois eux dans leur grandeur. Et après, je le vois lui dans sa grandeur. Et après, je le vois lui dans sa grandeur. Tu vois ? Mais c'est pas une grandeur pyramidale. C'est pas regardons tous la grandeur de cet homme et mettons-nous un genou à terre. On n'est pas chez les Incas ou une ancienne, tu vois, religion ou culte chelou. Non, regarde, attester cette grandeur. Et là, il y a un espace en lui qui s'apaise. Et à son tour, lui-même, dans quelques minutes, il attestera la grandeur d'un autre qui vient de se transcender en se détachant de son histoire, en lâchant une charge émotionnelle, peu importe. C'est ça qui est puissant. Et ça, après, ça doit être guidé, accompagné, clairement, pour pas partir dans quelque chose d'arrogant, etc. Même si on sait que l'arrogance, c'est un manque de confiance en soi. Un arrogant, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui va en faire des caisses pour se convaincre lui-même ou pour se protéger. Mais c'est une protection. L'arrogance est une protection. Quand je vois quelqu'un d'arrogant, en général, j'ai de l'empathie, de l'amour pour lui. Et je fais en général en sorte de trouver un espace où il n'aura pas besoin de brandir cette arrogance pour se protéger. Ouais, quelque chose qui prend racine en fait dans une blessure, le besoin de prouver, le besoin d'être plus grand que les autres. Ouais. Dans ce que tu décris en fait, dans ce travail de groupe, ce sont des hommes qui se poussent chacun à se faire sortir cette grandeur en fait. Moi, ça m'évoque les sports de combat. Ça fait 3-4 ans que je fais de la boxe maintenant. Anglaise, tu m'avais dit. Anglaise, ouais. Ça m'a fait énormément de bien de retourner sur le ring et de jouer à ce jeu-là. C'était un truc que je refoulais vraiment. Ce côté, non, avoir de la compétitivité à l'intérieur de moi, c'est pas bon. Faut pas être là-dedans. Même cet ego
de dire j'ai envie de voir si qu'est-ce que je peux faire sur un ring. Et pourtant, quand j'y vais, quand je le fais, quand je sors d'un entraînement, peu importe à quel point ça a été difficile et peu importe ce qui s'est passé dans cet entraînement, il y a un truc en moi qui, waouh, et même dans ma posture qui change, tu vois. Mais selon toi, quelle est la différence alors entre ça, quand tu vas sur le ring, dans une salle, et pour certains hommes qui veulent se tester là tout de suite maintenant dans la rue avec un gars qui les a doublés ou dans la file au supermarché. Quelle est la différence? Tu parlais tout à l'heure d'accompagnement, on pourrait dire ritualisé, c'est-à-dire, et tu travailles sur la virilité saine, il y a ces histoires aussi d'initiation, c'est-à-dire de mettre des règles et d'être accompagné par d'autres. Donc c'est ça pour moi la différence fondamentale. Ça, et là où malheureusement aujourd'hui peut-être que ces espaces manquent. Ouais, c'est juste, c'est un cadre. Simplement c'est un cadre en fait. Tout ça peut s'explorer dans un cadre. Quand on fait des combats rituels, on n'est pas là pour démonter l'autre. On est là au contraire. C'est souvent quand justement j'ai cliqué, je parle souvent de mes frères des Sacred Sons, qui est un réseau auquel j'appartiens, américain, et que je respecte profondément, où moi-même j'ai cheminé en parallèle de ce que j'animais, de mes coachings et de mes mentorats. Et à chaque fois qu'il y a une rencontre physique, donc on met les gants, on appelle ça souvent une danse en fait. On invite un autre frère, un autre homme à venir danser. Et on ajuste. On n'est pas là, parce qu'on a des niveaux souvent qui sont disparates, donc on n'est pas là pour démonter l'autre, on est là pour vraiment danser. Et c'est très cadré en fait. Et c'est une libération émotionnelle. Moi je me rappelle d'un combat que j'avais fait aux États-Unis et on avait prévu 70%, tu vois, parce qu'on définit un peu. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. Non. Et en fait, le gars, il a été direct. Tu vois, c'était un lutteur, mais assez costaud, donc il envoyait des belles mandales. Et je me rappelle tout mon système, en fait, qui était en mode, c'est pas juste. Intérieurement, le dialogue intérieur qui se passait en même temps que j'en prenais, tu vois. Après, je reprends un peu, je me réveille et je repars dans le combat, mais après le combat, donc les facilitateurs viennent, me disent, ok, comment ça s'est passé pour toi, et je fonds en larmes en fait. Et je fonds en larmes parce qu'il y a tout mon système de toutes les fois où j'ai été trahi par d'autres hommes qui avaient dit on va faire ça, t'inquiète, et puis ça m'est arrivé à l'armée, ça m'est arrivé avec mes potes d'enfance où en fait il y a une trahison, en fait je suis poussé et je me retrouve à me faire attraper, ou tu vois ce que je veux dire, là où on va faire des conneries, mon pote va me mettre en galère, ce qui fait que c'est moi qui me retrouve en porte-à-faux, tu vois, dans X situations, et ça a réveillé tout ça, tu vois. Et là j'explose de rage en fait. Donc le fait de solliciter le corps permet aussi de libérer des choses que le mental peut pas régler. Tu sais, c'est cool d'être derrière son écran, de faire un zoom, de regarder des conférences, lire des livres, c'est cool. Mais quand tu vas vraiment dans le corps, et c'est ça la beauté du corps, là il y a un truc qui se passe. Et c'est vraiment l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui, tu vois, c'est de me détacher de plus en plus de l'histoire. Avec Anissa, on le faisait déjà avec nos clients. On fait le génogramme, on travaille aussi avec les constellations familiales, on fait tout ça pour avoir un peu une cartographie. Comme ça, on a à peu près une cartographie, on fait en sorte de projeter le moins possible, comme disaient nos menteurs, d'halluciner le moins possible. Mais après, une fois qu'on est dedans, souvent, pour moi, la beauté, le nectar, c'est d'arriver à libérer ce qui doit l'être sans même passer par l'histoire. Et là, il y a un espace de libération, il y a un espace de grandeur possible aussi. Parce que mes clients arrêtent de se cacher derrière leur histoire, en fait, arrêtent de replonger dans leur boîte. Et tu vois, je regardais, tu connais Grant Cardone? Bien sûr. Et t'as vu Billionaires, quand l'émission, en fait, Undercover Billionaire. J'ai beaucoup aimé, ça m'a donné une autre version de lui. Ouais. Vulnérable, très vulnérable. Voilà, c'est-à-dire que ces dernières années, il y avait le côté bling-bling, etc., où j'ai trouvé qu'il était allé loin dans l'ego, par sa réussite, etc. Et le fait d'avoir ce courage pour lui, de dire, ok, je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que tu définis loin dans l'ego? Il y a un extrait, par exemple, que j'ai vu une fois de lui qui m'a pas du tout plu, qu'il a enlevé très rapidement, où il filme un SDF dans le métro, et il dit, regardez, c'est comme ça que vous allez finir si vous faites rien. Et là, à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était de sa part un manque de compassion. Et j'avais pas apprécié ça. Et quelques jours plus tard, il l'a enlevé parce que beaucoup de réactions négatives. Et je pense que les gens, ses collaborateurs, ont dû lui dire c'est pas une bonne idée. Donc pour moi, là, il est allé dans un extrême, à tel point de perdre cette empathie basique.
Et là, le fait de le voir revenir et de dire, ok, vous savez quoi, je vais jouer à ce jeu-là, je vais essayer, et de le voir, comme tu le dis, dans des situations difficiles de vulnérabilité, où parfois il doute. Et t'as vu quand il craque, ce qui ressort direct après ça? T'as remarqué ou pas? Non. Quand il craque, souvent il rappelle son histoire familiale. Que sa mère les a élevés, je sais pas, ils étaient 4 ou 5 frères et sœurs, que son père est mort quand il était jeune. Et en fait, à chaque fois qu'il craque, peut-être qu'il en rajoute, mais de ce que je vois, il a l'air assez authentique. Ouais. À chaque fois, c'est son histoire familiale qui revient. Donc, on pourrait croire que le gars vise le milliard et que il a laissé derrière lui son histoire personnelle. Et pourtant, dès qu'il se retrouve face au manque, parce que c'est ce dans quoi il a grandi, toute son histoire familiale remonte. Et ça, je l'ai déjà vu en fait. Je l'ai déjà vu avec des hommes qui, sur le papier, ont l'air d'avoir tout réglé ou beaucoup réglé. Et l'histoire peut vite remonter. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant d'explorer J'ai un de mes amis, je te parlais de lui tout à l'heure, Pierre-Étienne Vanier, qui est senior facilitateur pour les Sacred Sons, qui est basé au Caire. Et il travaille beaucoup sur la libération sans passer par l'histoire. Et je trouve ça très puissant. Je trouve ça un beau complément avec ce qu'on faisait. Et ça m'a montré à quel point on peut vraiment travailler sans l'histoire. Mais à un moment donné, il faut aussi, et c'est ça la beauté de la constellation familiale, qui est un des éléments que j'ai intégré et qu'on a intégré avec Anissa dans nos accompagnements. Ça permet aussi beaucoup de reconnecter avec des ancêtres. Parce que moi, tu le vois, je suis beaucoup en tweed à carreaux. Donc, comme me disait Thierry Mouel, qui est un spécialiste de l'élégance, il me disait, toi, tu es clairement dans la terre, tu vois. Puis j'ai grandi près de la Sologne. Mon père était italien sologno, donc on est des gens de l'humus, tu vois, de l'herbe mouillée, de la tourbe. Et c'est important pour moi, la connexion à la terre. Et la terre, c'est les ancêtres, c'est l'ancrage. Et ça, pour moi, c'est important de me connecter à mes pères, mes grands-pères, mon père, pardon, et mes grands-pères. Et d'assumer pleinement tout ça, tu vois, et de ne pas être en scission, tu vois, en fracture avec ma lignée. Tout à fait, ouais, très important. D'autant plus important parce que ce que ça sous-tend, c'est que c'est dans ce rapport avec ton patrimoine, tes ancêtres, que tu vas trouver ton identité, mais aussi ta puissance, ta force. Complètement. Celle en partie dont on a hérité de nos pères. Exactement. Et l'importance de ne pas refouler ça, justement. Et d'aller voir ce qu'il y a vraiment de plus beau chez eux, en fait. Oui. Et bien sûr qu'il y a des ombres à laisser. Après, il y a des histoires qui sont plus ou moins, comme dirait Carole Foresta, qui nous a formés avec Anissa, Tony Truant, tu as des histoires des fois qui sont, tu peux pas te connecter à certaines personnes de ton histoire. Bon, là après, il y a tout un travail à faire. Tu parles beaucoup d'histoire, l'histoire qu'on se raconte, à quel point on peut être prisonnier de notre histoire, à quel point ça peut nous empêcher de déployer notre potentiel dans le monde. Comment est-ce que toi, dans ton vécu, tu as transcendé ça? C'est-à-dire l'histoire ou les histoires que tu te racontais pour ensuite oser prendre place, offrir ta puissance au monde. Tu sais, c'est un peu comme l'éveil, c'est pas tu te réveilles et ça a été en éveil, quoi. C'est quelque chose qui est plutôt en état. Moi, j'aime pas le terme éveil, c'est plutôt un état de conscience. C'est de poser de la conscience sur. J'ai posé de la conscience sur le fait que je me racontais une histoire. J'ai posé de la conscience sur le fait que ça fait beaucoup de fois que je répète cette histoire. Tu vois, et notamment avec mon père. J'ai posé de la conscience. Donc à force de poser de la conscience et aussi de faire un réel travail, ça, les constellations m'ont bien aidé pour ça aussi. J'ai pu vraiment apaiser des pans entiers de ce que je croyais connaître de moi, de mon histoire, de ma famille. Donc en fait, c'est une bouchée à la fois, en fait, un pas à la fois. Et après, c'est quand je vois que des fois, je vais repartir dans l'histoire, je me rends compte et je m'arrête là. Et je vais choisir le silence. Dans cette histoire qu'on se raconte, je me rends compte moi aussi que j'ai des histoires que j'alimente. Et récemment, j'ai eu quelques déclics en me rendant compte que je les alimentais, que je les choisissais aussi. Mais je peux choisir même une autre histoire. Je peux choisir une autre interprétation de, par exemple, ce qui m'est arrivé et que j'utilise dans cette histoire. Peut-être qu'il y a un autre angle de vue. Peut-être que parfois, c'est ça qui peut tout changer aussi. De toute façon, on est dans un monde de perception. Donc, c'est choisir une perception différente. C'est le travail que je fais avec mes clients, avec tout ce réseau d'initiés qu'on est en train de monter. C'est de choisir ta perception, en fait.
Et sans être dans le mensonge, tu vois, on va pas se raconter une nouvelle histoire et se mentir. Non, je choisis de voir les beautés cachées. Et puis à un moment donné, de faire le deuil aussi. Et de passer à autre chose. Tu vois, il n'y a rien à pardonner. Bon, ça peut être difficile à comprendre et à accepter pour certains. En vrai, il n'y a rien à pardonner. Parce que ça met encore une charge et c'est remettre une pièce dans la machine. Et au lieu de me raconter des histoires, je peux juste vivre ce que je suis en train de vivre maintenant. Tu vois, et d'enlever en fait tous les filtres et les perceptions, tous les filtres de mes perceptions de ah bah non, ça c'est pas bien parce que dans mon histoire il y a ça. Ah bah non, ça j'accepte pas parce que dans mon histoire il y a ça. Et de revoir tout d'un angle différent, tu vois. Ouais, récupérer son pouvoir et ensuite être capable de décider ce que je veux créer, ce que je veux faire, ce que je veux offrir. Je pense que la comment vie je veux le percevoir. Ouais, mais la vie elle commence vraiment à cet endroit-là. C'est pour ça que quand tu déposes tous ces sacs là et que tu dis ok maintenant on y va et qu'est-ce que je veux vraiment être et jusqu'où je peux aller. Moi c'est une question que je me pose souvent. Et Mourad, jusqu'où est-ce que tu peux aller? Si vraiment tu oses le truc, déjà qu'est-ce que tu as envie de faire et jusqu'où tu peux aller. Et tu vois, je compose entre ce désir qui est comme un aimant pour moi et il y a l'autre truc dont on n'a pas parlé. On a parlé un petit peu d'amour, mais il y a aussi la peur. Ça fait partie de l'équation, j'ai envie de te dire. C'est l'autre facette. Pour les gens qui ont un rêve, qui ont quelque chose à accomplir et qui sont peut-être prisonniers de leur peur, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu as à leur offrir comme perspective? Et la peur, c'est un choix. Au bout d'un moment, c'est un choix. Et j'ai accepté aussi que certains et certaines ne dépasseront jamais ces peurs. Tu vois, donc encore une fois, celui qui va venir jusqu'à moi et qui est décidé, qui est vraiment décidé, normalement il n'y a rien qui peut se mettre sur son chemin. Mais j'ai accepté en fait que y a plein de gens en fait qui vivront cette vie. Peut-être qu'ils auront fait quelques millimètres, ou quelques centimètres, quelques mètres, et c'est super. Mais j'ai accepté. J'ai accepté que déjà je suis plus ou moins sorti de mon sauveur. J'ai encore des petites rechutes des fois. Tu vois. Et j'ai accepté qu'il y a des gens qui resteront indéfiniment arrimés à leur peur. C'est pour ça que des fois tu as des hommes comme peut-être Grant Cardone ou Gareth J. White qui vont être très... tu montrais Dan Peña tout à l'heure, qui vont être dans le frontal et dans le choc un peu, tu vois. Parce que maladroitement, en fait, c'est de l'amour. Ils veulent sauver. Il y a une partie d'eux qui veut sauver, en fait, qui veut secouer. Le choc pour provoquer l'électrochoc. Exactement. Sauf que souvent, ça crée l'effet inverse. C'est mon mentor, il m'a mal parlé, ou il manque de respect, ou il n'a pas assez d'empathie, de compassion. Tu sais, les égos en face vont se déchaîner pour justifier de vite aller chercher autre chose à grignoter. L'invitation, c'est de sortir du grignotage. L'invitation, c'est d'investir sur vous, peu importe, en temps, énergie, argent. Quand j'ai parlé une fois, j'ai fait justement... tu parles de ça où Grant Cardone, sa communauté lui est un peu tombée dessus. Une fois, j'avais fait une vidéo où j'avais augmenté mes tarifs en one-to-one et j'avais reçu des messages ou des trucs et j'avais fait un petit message coup de gueule en mode si vous pouvez pas mettre temps sur vous pour ça, de toute façon je suis pas le bon intervenant pour vous et posez-vous des questions, tu vois. Et je me suis retapé il y en a qui m'ont envoyé 5 audios à la suite pour m'expliquer par A plus B que il y en a qui vont te dire en fait l'accompagnement limite devrait être gratuit ou que le mentorat devrait être gratuit ou pas cher ou accessible. En fait non, dis-moi que ça te met en colère parce que pour l'instant là où t'en es c'est pas atteignable et c'est ok parce qu'il y a certainement d'autres mentors qui vont être dans ta fréquence, dans ton espace. Mais tu peux pas aller, c'est pareil, tu peux pas aller chez un concessionnaire BMW ou Bugatti et dire vous êtes plus cher que Dacia quand même, hein. Vous pourriez baisser un peu vos tarifs quand même, c'est abusé. Il y a des gens qui peuvent pas se payer une Bugatti. Ok, parce qu'au final tu peux justifier autant que tu veux par les performances techniques, ça reste 4 roues et un volant. Ça va t'emmener d'un point A à un point B. Une Dacia peut le faire aussi. C'est juste la fréquence, le positionnement, l'espace où tu te trouves et dans lequel tu as envie de naviguer. Mais demande pas aux autres de baisser à ton niveau. Ça par contre moi je suis intransigeant là-dessus. J'ai perdu du temps et de l'énergie en fait à accepter de redescendre quelques marches pour aller au niveau de gens, pour essayer de tenir la main. Alors déjà c'est arrogant de ma part parce que je suis pas Dieu. Donc j'ai pas à tenir la main à qui que ce soit, j'ai pas à hisser qui que ce soit. Il y a des gens qui des fois qui me disent je veux tirer ma femme ou mon mari vers le haut, mais tu vas tirer personne.
Déjà, toi, t'es manchot, t'as pas de bras. Alors, déjà, fais-toi pousser des bras et après, on verra. Inspire-le en te faisant pousser des bras, déjà. Bon, l'analogie un peu... L'image, vous avez compris. Mais c'est très clair. Donc, il n'y a personne à tirer, il n'y a personne à aider, il n'y a personne à sauver. Des fois, on me dit, ah oui, t'aides plein d'hommes. Non, j'aide pas des hommes. Ah, t'accompagnes des hommes qui ont des problèmes. Et t'en as pas, toi? Ou qui se posent beaucoup de questions. Tu t'en poses pas? Ça répond à ta question ou... Complètement. Ouais. Complètement. Pour moi, ça nous amène sur plusieurs choses. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais aller. Déjà, j'aimerais parler d'élégance, puisque je sais que c'est une des choses autour desquelles tu travailles aussi. Ouais. Et pour moi, ça rentre dans cette notion de grandeur. J'aimerais parler de ça un peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais parler de ce pan que tu amènes. On en a parlé un petit peu en introduction, c'est-à-dire que exprimer ta grandeur, exprimer ta lumière, déployer ton potentiel dans le monde, immanquablement, ça va mettre certaines personnes mal à l'aise. Là, l'exemple que tu nous donnais, c'est t'augmentes tes tarifs à un moment, il y a des réactions négatives, mais ça va encore plus loin que ça. Des réactions. Je les appelle juste des réactions. Des réactions. Et c'est bon signe. Ouais. Ça montre que je suis en train de secouer mon système. Oui. C'est comme si tu quittes la maison quand t'as la vingtaine et que t'es avec tes parents qui sont un peu, tu vois, Ouais. il faut pas te laisser partir comme ça, mais au moins tu montres. Il y a de la friction. Exactement, et t'es en train de secouer le système. C'est ok. Et donc, secouer ce système, c'est aussi un risque à prendre. Enfin, ça va se passer, en fait. À partir du moment où tu vas décider de... Moi, quand j'ai commencé ce podcast, en fait, je vois, c'est très simple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont mal à l'aise de me voir prendre la parole. Ok. Il parle de sujets un petit peu perchés en plus et tout. Il raconte des choses personnelles. C'est une secte. Ouais. C'est le fameux terme. Ça. Là, c'est Mourad, toujours à faire des trucs. Okay. Peut-être certains collègues aussi. Mais je sens que c'est mon chemin, en fait. Je sens que c'est mon chemin et que leur avis, il n'est pas important. Parce qu'il y a ce truc à l'intérieur de moi. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ton expérience de combat rituel, où il y a des émotions qui ressortent, pour moi, passer par le corps, c'est aussi une manière d'aller chercher un truc qui est à l'intérieur de nous, nos entrailles. Donc il y a des émotions, mais il y a aussi justement cette puissance. Et je crois que ce qui m'aide vraiment à dépasser toutes les peurs que j'ai encore, à danser avec, même pour reprendre ta métaphore, c'est justement ce truc à l'intérieur qui dit non mais ça c'est plus important. En fait j'ai tellement envie de le faire, j'ai tellement envie de vivre cette vie et de créer ce que j'ai envie de créer, que le reste, ça m'accompagne, mais ça me limite de moins en moins. Tu vois, c'est-à-dire que la lumière m'attire plus que les voix me parasitent. Et je pense que c'est un déclic important que j'ai eu. Et l'autre truc, c'est que pour moi, la peur, c'est comme une boussole, en fait. Tu vois. Ça te dit où t'en es par rapport à... C'est ça, et ça montre une métrique. direction. C'est un peu une métrique. Ouais, et puis c'est la direction. C'est, ok, il y a un truc à creuser à cet endroit-là. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux rencontrer cette peur et voir ce qui se passe quand j'y vais, tu vois? Ou est-ce que j'ai encore peur quand je fais ça? Tu vois? Est-ce que... tu vois, là, je me suis revu des fois où à des combats rituels, j'ai pas envie. Et des fois, je me dis, est-ce que j'ai pas envie ou est-ce que j'ai peur? Parce que quand mes enfants me disent j'ai pas envie, je dis, ça veut rien dire, j'ai pas envie. C'est très important parce que souvent, la peur, on la masque d'autres choses. Bien sûr. J'ai dit tout à l'heure, hein, le mensonge est très confortable. Et l'ego est très fort là-dessus. Oui. Et des fois, ça m'arrive, tu vois. Des fois, je suis en mode, j'ai pas envie, tu vois. Je me dis, j'ai pas envie, j'ai peur. C'est quoi le truc? C'est quoi le vrai truc? Je scanne un peu. Et des fois, un gars, il dit, ouais, j'aimerais faire avec Géraud. Ok, bon, bah voilà. Il y a l'appel, j'arrive. J'arrive. Tu vois, au moins, là, et en même temps, et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on se donne toujours le droit de dire non. Aujourd'hui, je vais dire non. Parce que j'étais parti dans une phase, tu vois, quand j'étais jeune, j'étais terrorisé à l'idée de prendre un coup. Ouais. Arrivé à la vingtaine, moi aussi, je me suis mis à la boxe anglaise. Donc, j'ai commencé à accepter de prendre des coups, puis j'ai aimé aussi en donner. Et en fait, j'étais parti du principe que je pouvais pas dire non, en fait, quand on me demandait. Et c'est devenu un challenge pour moi d'être capable de dire non, des fois. Des fois, je dis non. Parce que... est-ce que ça m'est arrivé d'ailleurs de dire non à un combat? Alors, j'ai dit non antérieurement, mais en fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait. Et là, quand je suis parti, j'étais en Italie il n'y a pas longtemps, et je m'étais dit, voilà, si j'ai pas envie, je le fais pas. Et ça s'est pas produit, donc c'est pas présenté. Cette honnêteté avec soi-même, elle est difficile à avoir. Le moment où tu te poses la question de est-ce que j'y vais pas parce que j'ai peur ou parce que excuse. Cette honnêteté, parce que je me positionne. Tu vois, je me positionne et je dis non. Toi, peut-être que dans mon histoire, dire non, c'est dans certains hommes, leur histoire, en général, bon, moi je parle toujours au jeu autobiographique, je fais en sorte de parler en jeu autobiographique. Alors, en général, pour moi, ça peut être justement le vrai combat, c'est de dire non.
Tu vois. J'ai fait le travail sur la gentillesse. J'ai beaucoup travaillé avec les hommes, tu sais, sur la gentillesse, sur c'est quoi être gentil. Et beaucoup d'hommes confondent ne pas savoir dire non avec de la gentillesse. Où est-ce que tu places la différence? Bah c'est là l'intégrité et l'authenticité en fait. Si je suis intègre avec moi, là, si je fais ça, pour toi ça va me coûter. Est-ce que je suis capable de dire non? Déjà la première question c'est est-ce que je suis capable de dire non? T'as des gens qui vont dire bah non ça se fait pas, c'est la famille. Non, enfin, le non n'est même pas envisageable. À partir du moment où le non n'est même pas envisageable, moi même pour ma mère, je peux dire non. Par amour. Tu vois, la vraie compassion, le vrai amour, c'est pas de dire oui à tout. Et je crois qu'on le voit, en fait, ce qu'on appelle, tu vois, des gamins qui grandissent un peu de travers. Sans limite. Parce que souvent, tu as des parents qui n'ont pas su se positionner sur le non. Tu vois, et quand on dit non, après, il y a un cadre, une explication, il y a tout ça aussi. Tu vois, le but, c'est pas de dire non et de laisser le gamin se débrouiller. Non, on accompagne le non. Sans pourtant justifier. Tu vois, c'est très fin, mais c'est à force de pratique. Et plus je m'entoure de gens qui sont cette même intégrité, et plus, en fait... bah c'est évident, et je m'entoure avec des gens, tu sais, moi je supporte pas quelqu'un qui insiste. Je dis non, allez s'il te plaît, vas-y. Je viens de dire non. Tu sais, je dis non une fois, 2 fois, ça y est. Je peux changer d'avis. Je peux prendre du recul, réfléchir, dire bon, écoute, je t'avais dit non, j'ai pris du recul et j'accepte. Ou l'inverse, je dis oui, et après mes réflexions, en fait, non, ça va pas le faire. Donc en général, je prends toujours un peu de temps. Je dis jamais oui ou non très rapidement. Je prends toujours un peu, j'aère, tu vois, parce que d'ailleurs, ça c'est un très bon conseil pour la plupart des hommes et des femmes aussi, hein, mais c'est de toujours aérer, de prendre du temps et de pas... J'aime ce que dit Robert Greene, c'est de pas vous laisser prendre dans l'espace et le temps de l'autre. Et d'être vous, maître de votre espace et de votre temps. Ça, pour moi, c'est aussi un ancrage puissant de masculinité, parce que les femmes aussi, intuitivement, aiment et respectent chez un homme. Tu vois, ce qu'on va vulgairement appeler le canard, il n'est pas maître de son temps et de son espace. Il court après. Il court après la validation, etc. Un homme qui est ancré, il n'a pas besoin d'être arrogant, il n'a pas besoin de faire le pan, mais il peut être maître de son espace et de son temps. Et il est capable de dire oui, il est capable de dire non. Sa capacité à dire non est respectable. Absolument. Et moi, je me suis déjà vu dire non à de la famille ou à des gens que j'aimais parce que c'était pas juste. Il y a une dissonance à l'intérieur. On le sait tous, on le reconnaît tous. Il y a une dissonance. Il y a un truc qui est... Ça pue. C'est... Tu vois. Et la plupart des gens que je vois qui sont très familles, ils peuvent être enfermés dans le truc de je risque d'être rejeté, je risque d'être mis au banc de ma famille, ça risque de plus être comme d'habitude, de plus pareil. Et c'est ça le vrai sacrifice. Je pense qu'au-delà du temps, de l'énergie et de l'argent, tu vois, quand tu t'engages dans un mentorat, dans un réseau, quand tu t'engages dans quelque chose, ça va te demander du temps, de l'énergie et de l'argent. Mais surtout, et le plus gros sacrifice, c'est de laisser partir certaines personnes de ma vie, d'en accueillir d'autres, de laisser partir des systèmes de pensée, de laisser ce qu'on appelle les fameux paradigmes aussi, tu vois, de laisser un peu, tu sais, comme dans le film Vice Versa, tu vois, tout un pan qui va partir dans les abîmes, parce que c'est plus moi. On parlait tout à l'heure d'excellence et je te disais, maintenant pour avoir côtoyé des espaces d'excellence avec des hommes, je peux plus repartir en mode wesh mon pote ou manger un grec en parlant du foot. Déjà, ça n'a jamais été mon délire. Tu vois, j'étais là, mais j'étais en mode zombie, parce que ça me parlait déjà pas. Mais c'est plus possible, en fait. C'est-à-dire que je peux juste sourire, me lever et partir. Dans une interview, Kobe Bryant disait que il comprenait pas comment les autres basketteurs de la ligue pouvaient faire des vacances ensemble, traîner ensemble. Il disait, en fait, moi, c'est pas mon délire. Moi, je traîne avec personne et je fais pas de vacances. J'ai un objectif et j'y vais. Toute cette conversation sur le oui et le non, ça me fait aussi penser à une autre citation qui est très intéressante de Warren Buffett qui dit, l'un des investisseurs les plus connus au monde, et on pourrait parler d'argent justement dans cette thématique de la grandeur, qui disait les gens qui ont beaucoup de succès disent non souvent. Les gens qui ont énormément de succès disent non la plupart du temps. Et intéressant parce que c'est cette notion de j'ai un objectif, j'ai une direction, j'ai une priorité. J'ai pas peur de dire non parce que je sais où je vais. Et donc en parlant d'argent, quelle est ta conception de l'argent en rapport avec le fait de déployer sa grandeur, d'exprimer sa grandeur, d'offrir sa puissance au monde? Parce qu'encore une fois, là, on est sur un terminé. Par qui? C'est quoi les mines? Si on devait les représenter, c'est quoi? Alors écoute, on va consteller les mines. Déjà, on est en France.
Donc, je pense qu'en France, être riche, ce n'est pas bien vu. Je pense qu'il y a cette conception de s'enrichir, c'est exploiter. Profiter, mentir, voler. Tu vois, cette fameuse histoire du joueur de foot qui roule dans une belle voiture à Paris et qui dit ici tout le monde m'insulte. Alors qu'à n'importe quel autre endroit, les gens me demandent comment j'ai fait pour y arriver. Pourquoi ? Je connaissais pas ça. C'est une vraie interview, c'est un vrai. Ouais. Ah, ok. Carrément. Ouais, je pourrais t'envoyer l'extrait. Donc toutes ces connotations et toute cette polarité qu'on pose sur ça, alors que concrètement, c'est une énergie. Ouais. Encore toujours, c'est tout le système de croyances et d'histoire personnelle qu'on va calquer dessus, en fait. Et moi, je te dirais aussi, je pourrais être taquin et prendre les choses par plusieurs portes d'entrée. Yes. Te dire aussi, parle-moi un peu de... Comme tout est énergie et que nous attractons, nous attirons, nous créons, nous manifestons ce qui nous arrive, ça pourrait être intéressant de voir aussi, tu parlais de ce footballeur, voir lui, son rapport à l'argent. Lui, en fait, quelles sont ses croyances qui vont être confirmées dans la matière. Tu vois. Après, oui, il y a la notion d'égrégore. Chaque pays, région, culture a son égrégore. J'adore le livre de T. Harv Eker, L'Esprit millionnaire. Et je sais pas si tu as déjà écouté le livre audio ou si tu l'as lu le livre. Je connais cet auteur, mais j'ai pas lu le livre. Ok, et dedans il en parle en fait. Il dit qu'aux États-Unis, il roulait en cabriolet Jaguar, je crois. Yes. Et qu'il y a des gars en pick-up qui venaient à côté en mode, tu vois, sale riche, tu vois, qui lui jetaient des canettes de bière, tu vois. Et pour avoir été plusieurs fois aux États-Unis, j'ai vu plein d'Américains qui n'ont pas du tout le mindset, tu vois. Faut pas croire que tous les Américains ont un mindset waouh, tu vois. Il faut pas croire que tous les Émiratis ont un mindset waouh, tu vois. Tout à fait. Il y a des espaces avec certains égrégores, tu vois, des villes, des régions entières, tu vois, qui vont être un peu des utopies, comme les Émirats, comme Monaco, comme Saint-Tropez, c'est des endroits où voilà, tu as un égrégore, certaines îles italiennes, Capri, tout ça. C'est aussi pour ça que je parle souvent d'homosociabilité. Tu vas voir des riches, ultra riches, etc. se retrouver dans ces endroits-là. Et il y a toute la schizophrénie de ceux qui sont en cheminement ou pas. Il y a aussi la colère et que je peux comprendre. Je suis passé par là et des fois je passe par là aussi mais comment il l'a fait, tu vois. Et c'est là où il y a un espace de transmutation, d'alchimie. Le comment il l'a fait en colère, c'est le personnage dans Le Loup de Wall Street où je sais plus son nom, mais il va voir Leonardo DiCaprio en lui disant mais comment t'as fait pour avoir cette voiture, pour t'habiller comme ça, je veux la même chose. Et ça c'est une preuve de vulnérabilité, parce que ça veut dire en gros je ne sais pas, je mets un genou à terre et j'annonce que je ne sais pas. Alors que si je viens et je critique ou je raye la voiture ou je balance une petite réflexion comme ça soi-disant, ce que beaucoup peuvent faire, il y en a qui s'emmerdent pas, tu vois, même dans ma propre famille des fois j'ai dû recadrer un peu parce que je dis ça fait 2-3 fois que tu me dis ça et sache-le que je le prends comme du passif agressif, tu vois. Et je dis toi aussi tu as droit à ce qu'il y a de plus grand en fait. Tu vois, je t'invite à vraiment t'offrir ça et si tu peux pas aujourd'hui, à réfléchir aux manières de t'offrir ce qu'il y a de plus grand et de plus juste pour toi et de pas pointer du doigt effectivement il y en a qui s'emmerdent pas, on se fait pas chier. Tu sais, toutes ces réflexions à la con. Et quand j'échange un peu avec les gens, je dis tu m'étonnes. Quand je vois leur estime d'eux-mêmes, comment ils s'habillent, comment ils parlent d'eux, comment ils parlent des autres, c'est un tout en fait. Alors je comprends. Quand je vois l'écosystème, quand ils me racontent un peu leur histoire ou quand ils me parlent de leur famille, ok, je comprends. De toute façon, tout parle de nous tout le temps. Ça c'est aussi quelque chose de fou, de difficile à intégrer. Tout parle de nous tout le temps. Absolument. J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de faire là, parce que là tu m'as fait un jujitsu en toute souplesse sur le fait que les égrégores, la France, le rapport à l'argent et tout, mais peut-être que c'est aussi une illusion, peut-être que c'est aussi une histoire. Moi ce que tu dis, je l'ai jamais vécu. Sur laquelle moi je suis concentré. Tu vois, là tu viens de me faire ce truc là, j'apprécie. Merci, c'est un beau cadeau. Je parlais pas de toi, je parlais du footballeur. On parlait du footballeur. Et justement, puisque tu parlais du vêtement, alors
Parle-nous de ça. Tu parles de plus en plus du sartorialisme, c'est Ouais, bien ça? sartorialisme, ouais. Tu peux définir ce terme et nous expliquer pourquoi, pour Bien toi, sûr. c'est important et pourquoi ça fait partie du thème qu'on traite aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Comme je le dis, mon approche de la masculinité, elle est intégrale, globale, holistique. C'est-à-dire que c'est pas juste faire de l'argent, c'est pas juste aller à la salle et être tanké comme un monsieur fitness 2024, tu vois. C'est global. Moi, j'ai eu des amis qui étaient bodybuilders ou qui avaient des corps magnifiques, mais qui vivaient dans des taudis, qui galéraient en fin de mois et qui avaient des relations intimes catastrophiques, tu vois. Et ça m'a souvent marqué. Ou bien à l'inverse, des gars qui sont à fond trading, tu vois, qui ont des places extraordinaires, qui ont super taf, mais qui n'ont pas du tout confiance en eux, dans leur corps, qui ont complètement oublié leur corps. Donc cette débalance. Et j'ai toujours été fasciné par comment harmoniser tout ça. J'ai pas besoin d'être au top sur tout, tu vois. Mais j'adore cette notion. En plus, moi, mon signe astrologique, c'est balance. Alors, je suis jamais dans les délires astrologiques, etc. Mais Bienvenue au club. toi aussi? Quel jour? 13 octobre. Sérieux? Ouais. C'est la Saint-Géraud le 13 octobre. Sérieux? Tu l'as jamais vu sur le calendrier? Non. Tu as regardé, 13 octobre, c'est la Saint-Géraud. Incroyable. Et moi, je suis né le 16. Ok. Intéressant. Très intéressant. Et moi, j'adore la balance, en fait. J'adore l'équilibre. Tu vois, j'aime pas les excès. Et j'aime qu'une balance monte. C'est-à-dire que tout monte, tu vois. J'ai jamais pensé à ça comme ça. Ouais. Que ça monte. Ouais. Tu vois, c'est pas ça. Et je passe des paliers, en fait. Et je fais en sorte d'avoir aussi des rituels et moi, mon gros challenge de vie, c'est la consistance, la régularité. Et clairement, l'élégance sartorialiste, parce que pour moi, c'est en tant que Ouest européen, c'est notre vêtement plutôt traditionnel, depuis un peu plus de 100 ans. C'est notre référence, tu vois, de masculinité. Je parle pas du costume subi comme tu peux voir à la Défense, mais plutôt du costume porté en conscience, qui en dit long de nous. Bien sûr. J'ai fait pas mal de podcasts avec Thierry Mouel, qui est un des parangons un peu d'élégance parisienne et de sartorialisme. Alors sartorialisme, ça vient de l'italien. Sartoria, c'est tout ce qui tourne autour du sur-mesure, du fait main, du costume sur-mesure. On appelle ça bespoke en anglais. Donc, le quartier du bespoke, la mecque du bespoke mondial, c'est Savile Row à Londres. C'est le quartier un peu de Kingsman. C'est vraiment dans ce quartier-là. Très sympa ce film. Ouais. Très beau costume. Et comment? Très beau costume dans le film. Ouais. Et très jeune, en fait, je me suis passionné pour ça, en fait, passionné pour l'élégance, parce que je trouvais que les hommes avaient porté une tenue qui était très intéressante, mais sans être. Moi, je suis pas un traditionnaliste ou je suis pas un passéiste. Tu vois, moi, j'aime la fusion, la rencontre, j'aime ce qui vit. Et quand je suis parti au Japon, à 21, 22 ans, un de mes premiers salaires, je l'ai mis dans un costume. Et 2-3 ans après, je m'offrais mon premier costume grande mesure, donc total sur mesure. C'était un Loro Piana chez un maître tailleur japonais. Et je me suis rendu compte que quand je portais un costume, en général sur mesure, en tout cas bien taillé, il n'a pas besoin d'être sur mesure, je parle de grande ou demi-mesure, et ma façon de m'exprimer, ma PNL, ma posture changeait. Tu vois. Et moi en plus je venais beaucoup du milieu plutôt quartier, rap, moi on m'appelait le Zoulou, j'étais le mec en baggy avec les Air Force One blanches dans les années début 2000, donc j'étais pas non plus dans le truc classique, mais j'étais très Wu-Tang, Trap Call Quest, yes. La culture hip-hop, rap conscient des années 90-2000. Et après quand je suis parti vraiment en mode plus costume, et ça je l'ai fait plus au Japon, c'était un uniforme rassurant, pas une carapace, c'était juste un uniforme rassurant, et en plus j'aimais le twister, tu vois. Et ça, je m'amusais avec ça. Mais le problème, c'est que c'était pas équilibré, comme je disais tout à l'heure. Donc à chaque fois que je montais là, là ça descendait. Et il a fallu attendre que la trentaine où je me stabilise, où je me marie, où j'ai des enfants, pour que là je puisse. Et là aujourd'hui la quarantaine, où je puisse arriver dans un espace d'équilibre. Et là je suis dans un palier où globalement ma vie est équilibrée, et je suis juste en train de passer un autre palier vibratoire, dont l'argent fait forcément partie. Ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de le mec en fitness qui est au max de son athlétisme, mais paradoxalement dans d'autres domaines de sa vie, ça va pas. Comme ça. Voilà. Alors qu'en fait, concrètement, s'il est capable de mettre autant d'énergie et une obsession et une discipline dans un domaine, pourquoi cette énergie appliquée à un autre domaine
ne fonctionnerait pas pour justement élever le tout en même temps. Et l'autre truc sur lequel je voulais t'amener, c'est que récemment j'entendais Jordan Peterson parler du fait que quand il va faire des conférences, une grande majorité d'hommes vient le voir, mais qu'il a un problème avec ces hommes très souvent, qu'il a remarqué un truc, c'est que ces hommes viennent habillés comme des adolescents. Ouais. Et que ça l'avait vraiment Marqué, ouais. interpellé. Peut-être faire un rappel de qui est Jordan Peterson. Ouais, Jordan Peterson, c'est un... je pense qu'il est... Il est prof à la base. Hein. Professeur d'université. Psychologue clinicien. Ouais. Il a enseigné à l'université d'Harvard, Toronto, il est canadien d'origine. Ouais. Donc ça, c'est sa formation. Il est connu pour ses prises de position dans des débats publics sur toutes sortes de sujets. Beaucoup sur la masculinité aussi. Hein. Et beaucoup sur la masculinité parce qu'en fait, quand il a commencé à publier ses cours de l'université sur YouTube, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'hommes qui le suivaient, jeunes hommes d'ailleurs, et qu'il y avait donc un besoin. Et donc sa réflexion commence là. Et effectivement, aujourd'hui, il est beaucoup connu pour ça. Ouais. Absolument. Alors comment tu vois ce truc je suis d'accord. Hein. Pourquoi on pourrait dérouler la question, mais déjà, qu'est-ce que ça montre, le fait que les hommes s'habillent comme des ados? Qu'est-ce que ça démontre et pourquoi, à ton avis? Non, c'est très juste, parce que c'est à l'image souvent de là où ils en sont. Qu'il y a eu un gros manque du père ces 50 dernières années. Il y a un manque du père. Voilà, le père a manqué, le père c'est le cadre. Parce que des pères qui ont eux-mêmes manqué de père, on sort quand même d'un siècle où il y a eu plusieurs grosses guerres. Guerre mondiale, guerre de décolonisation, en tout cas pour notre Europe de l'Ouest et Afrique, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont partis, qui sont morts ou traumatisés. Et ça laisse des séquelles, 1, 2, 3 générations après. Donc avec ce manque du père, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas pu se construire, en fait. Et qui n'ont pas eu ce modèle. Tu vois, tu verras des hommes qui te diront, je porte le costume parce que tout gamin, mon père m'a appris à faire un nœud de cravate. Et là, j'ai regardé l'excellent film, un film sur Netflix qui vient de sortir sur un maître tailleur. C'est un huis clos chez un maître tailleur de Chicago, un anglais. J'ai pas vu. Bon, je vais te retrouver le titre. Yes. Et il dit, en fait, je suis devenu maître tailleur parce que, étant gamin, mon père, en fait, m'a appris à faire les nœuds de cravate. Et plus tard, en fait, c'était un petit voyou et il s'est réfugié à Savile Row. C'est comme ça qu'il est devenu maître tailleur. Il y a un gros manque de cadre, d'autorité saine, qui ne pourra pas être géré par l'État. Et c'est à la responsabilité de chaque famille, en fait. Mais c'est vrai que je comprends que quand il y a un manque du père, et les hommes doivent faire par eux-mêmes. Et c'est comme ça que tu vois des hommes de 40, 50 ans. Moi, je vois des hommes, je sais qu'ils ont le même style que quand ils étaient au collège. Des fois, je suis un peu dur, mais tu vois, c'est le jean Air Max requin, quoi. Et le gars a 40 ans, 50 ans, et tu vois, il prend son café toujours devant un bistrot. Tu vois, c'est des égrégores, c'est des systèmes. Et tu sais qu'un homme qui est toujours en jean basket ou en oversize, ou tu vois le petit garçon, en fait. Tu vois l'adolescent qui cherche, qui tâtonne. Et j'ai que de l'amour, j'ai que de la compassion pour ces hommes-là. Et ce que j'adore dans le fait de m'habiller ou de remettre le costume, parce que j'étais dans une période presque pendant 10 ans, j'ai plus mis le costume. D'accord, donc je l'ai mis et ensuite je le mettais à la vingtaine jusqu'à la trentaine. Okay. De 20 à 30, donc je l'ai mis. Tu peux trouver des photos de moi où tu hallucineras. Tu te dis, ah ouais, t'es passé par vraiment beaucoup de phases. Donc quand je travaillais, je mettais essentiellement le costume et j'adorais ça. Et puis après, il y a eu une phase entre 30 et 40 où j'ai tâtonné. Il faut savoir que moi, j'adore le cuir. Donc tout ce qui est perfecto, beau cuir aussi, rough, un peu tout ce qui est surchemise en cuir. J'adore le cuir, les boots en cuir. J'adore le tweed. Donc le tweed, c'est ça, tweed à carreaux, qui me rappelle vraiment le côté gentleman farmer, homme près de la terre. J'adore l'Écosse, l'Irlande, la Sologne, tu vois, je te disais tout à l'heure, la tourbe, l'humus, et le denim. Le denim est essentiellement japonais, mais pas que. Mais étant donné que j'ai vécu au Japon, j'adore le denim, parce que j'adore le côté rough, le côté solide, et en même temps la patine du denim. Et j'aime bien mélanger les trois, tu vois. Tu vois, je peux mettre du tweed en haut et du denim en bas avec des engineer boots. Mais ça m'a pris des années de tâtonnement, en fait, tout ça. Ça s'est pas fait comme ça. Et j'ai rencontré effectivement sur mon chemin beaucoup d'hommes, en fait, qui... Et je les vois, hein, quand j'accompagne un homme, je le vois à sa façon de s'habiller. Encore une fois, tout à l'heure, je disais, tout parle de nous. J'ai pas un jugement, mais juste un indicateur. Moi, je fais ça comme une métrique. J'ai un indicateur de où il en est. Super intéressant. Ce que tu disais, ça m'a fait penser au fait que pendant longtemps, je voulais pas mettre de costume.
Ok. Après la vingtaine, donc adulte, je me souviens que c'est une conversation que j'avais eue avec mon père où il me dit Mourad, je te vois jamais en costume, pourquoi tu t'achètes pas une montre et tout. Et je lui disais j'aime pas les montres et j'aime pas les costumes. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est je veux pas être un adulte. Il y a d'autres lectures. Il y a d'autres lectures. Là, on teste, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est la seule lecture que j'ai aujourd'hui. Ah ouais? Okay. Après, peut-être que dans mon rapport à mon père, il y aurait un truc à creuser. Non. Non. Tu crois? Très certainement, Okay. On a une solution ici. Ouais. T'as un début de réponse pour beaucoup d'hommes. Il y a un rejet du père. Je crois que c'est me construire en opposition, en fait. Et effectivement, mon père a toujours mis des costumes. Ouais. La première fois que j'ai vu mon père en jogging sur vêt, j'ai été choqué. Pour moi, c'était un changement de... Enfin, c'était trop, quoi. Ouais, c'est qui tout double. Hein. T'as certains qui vont s'habiller comme leur père. Ou, après, bon, tu sais, l'âge fait aussi que plus, en avançant dans l'âge, plus je me rapproche de mon père. Tu vois, symboliquement, énergétiquement, parce qu'il est mort de plus de 20 ans. Mais c'est vrai qu'en se construisant dans la vingtaine, moi c'est pareil, on m'appelait, ma grand-mère elle pétait un plomb, elle voyait mes baggy, mes jeans XXXL avec mes Air Force, elle comprenait pas mon style, tu vois. Alors elle était élégance classique, chapeau borsalino de travers, elle était super élégante et elle comprenait rien, quoi. Je pense qu'on passe tous par ces phases, mais le truc c'est quand tu arrives à 40, 50 ans et que ça bouge pas, voilà, peut-être des questions à se poser. Tu vois, qui je rejette, à qui je veux pas ressembler, ou au contraire, à quoi je m'accroche. Tu vois, mais encore une fois, pour ça, il faut avoir un degré de conscience. Tu vois, et si tu es entouré de gens qui sont habillés comme ça, personne ne va te dire les gars, vous trouvez pas qu'on s'habille comme des comme des sacs ou qu'on s'habille comme des gamins de 14 ans? Carrément, au contraire, on va te reprocher de changer. Ouais. D'où le sacrifice dont on parlait tout à l'heure, de peut-être que à un moment donné, il faut changer d'écosystème, il faut changer d'égrégore. C'est pour ça que tu as certains hommes qui, à un moment donné, rencontrent une femme, et les femmes sont des formidables leviers pour ça. C'est vrai. Tu vois, en se mettant en couple, dire par contre, tes potes, tu vois, et tu peux pas, quand tu as des potes qui roulent leur truc, tu as des enfants, non, ça se passe plus, ça existe. Enfin, c'est pas mon cas, j'ai jamais trop eu ces potes-là, mais il y a des choses que tu peux pas mélanger. Et là où c'est problématique, c'est quand on rentre dans des systèmes où tu as des hommes qui comprennent pas ça et qui mélangent un peu tout, et ça donne des vies chaotiques. Et ça donne un manque de cadre, et c'est chaud pour l'enfant qui arrive, quoi. Moi, je ramène toujours les hommes à leur pleine responsabilité. Après, les hommes dont je viens de te parler, c'est pas mes clients. Et ça, je vais te cacher là-dessus. On parlait d'argent. Moi, je suis positionné bespoke, justement. Je parlais de bespoke, de sur-mesure, de haut de gamme. Comme des initiés, on a plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'année. Voilà, tout cet égrégore-là, moi, c'est un monde que j'ai connu, dans lequel je me suis jamais senti à l'aise, et j'ai vite su que j'y resterais pas. Mais j'en connais, et je sais qu'il y a des gens qui restent là-dedans. Après, on va pas. C'est comme ça, en fait. Si c'est leur chemin de vie, si ils sont venus expérimenter ça, je peux rien faire. Ouais, il y a cette question, en parlant justement de grandeur, d'incarner ton potentiel. Il y a cette question de choix. À un moment, c'est un choix. Tu vas choisir quelque chose. Tu vas choisir un chemin. Tu vas choisir d'alimenter cette vieille histoire et de rester dans tes peurs. Bien sûr. Ou alors tu vas chercher quelque chose de différent. Et là, ce que tu nous amènes, c'est ce côté, y a des gens qui peuvent t'aider, en fait. Il y a le mentor, il y a le travail de groupe. Il y a cette phrase qu'on dit souvent que dans le milieu du business, que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Waouh. Ça pique, hein. Pour moi, ça pique d'entendre ça, parce que je sais que c'est vrai. Bien sûr. À quel point on est des animaux sociaux, et le fait de passer du temps avec des gens va faire que tu vas prendre un petit peu de leur énergie, tu vas devenir un peu plus comme eux. Mais là où c'est vicieux, c'est qu'en fait on passe pas du temps avec des gens, on passe du temps avec des extensions de soi-même, avec des miroirs déformés. C'est-à-dire tu verras que si tu veux bien t'entendre avec quelqu'un, habille-toi comme lui, sois un miroir, et tu vois que bizarrement il va dire j'aime bien être avec toi, je sais pas pourquoi, évidemment je suis habillé comme toi, on a le même goût, tu vois. On parle le même langage. Donc voilà pourquoi il est reproché parfois à certains de se mettre entre eux, parce que c'est rassurant. Parce que c'est rassurant, en fait, et que le système, en fait, le système humain est fait comme ça. Ça rassure. On est des animaux sociaux, et c'est rassurant d'être entouré de gens qui nous ressemblent. C'est pour ça qu'il y a des communautés qui se créent, des réseaux qui se créent. Tu vois, nous, chez les initiés, par exemple, quand on se voit en présentiel, c'est tweed only. On s'amuse avec ça, tu vois. À part l'été, là, on va devoir ajuster, parce que je vais pas leur faire porter du tweed en plein été. Yes.
Mais c'est un petit twist qu'on a mis, et bah, c'est comme ça. Si ça résonne, tant mieux. Ça résonne pas, tant pis. Effectivement, quand tu vas, entre guillemets, aller dans un groupe qui est différent de ce que tu as l'habitude de côtoyer, il peut y avoir ce sentiment d'inconfort au début. Clairement. Ah, ici, je suis mal à l'aise. C'est pas les gens avec lesquels j'ai l'habitude de passer du temps. Ces sacrifices dont on parlait. C'est un des plus gros sacrifices, c'est celui-là. Passer, laisser certaines choses et traverser cet inconfort aussi d'une identité qui est en mutation. Il y a cette phase un petit peu inconfortable de dire attends, les mecs par exemple ils sont beaucoup plus avancés que moi, ou ils sont beaucoup plus cette comparaison. Ça fait partie de tout ça. Ouais. Bien sûr. Ça demande du courage. Hein. La vie demande du courage. Et une vie recroquevillée en fait dans le fait de pas y aller. Enfin, je trouve ça insupportable, quoi. Des fois, je me dis, mais comment vous faites? Et en plus, il y a souffrance. Le pire, c'est qu'il y a de la souffrance. C'est que le corps empathie. Tu vois, en voyant un corps, tu vois tout de suite. Tu vois tout de suite aussi la santé, le niveau de santé, le niveau relationnel. Enfin, toute empathie, en fait. À quel moment tu t'es dit que pour toi, ce serait la grandeur ou rien? Je crois à partir du moment où j'étais en échec scolaire. De toute façon, c'était ça ou question mark, tu vois, grosse question, point d'interrogation, ça ou quoi. Donc j'ai pas trop le choix et c'est ça qui a été génial pour moi. Tu vois, j'étais en échec scolaire, j'avais un père qui était mourant, ma mère qui me dit franchement vis ta vie. Il n'y a pas trop de choix, hein. On est au début des années 2000. Voilà, et puis il y a eu l'option du Japon, tu vois, j'ai sauté sur l'opportunité, je suis parti au Japon et c'est là où j'ai pu explorer et que j'ai pu me faire l'œil aussi. Parce qu'en termes de beau et d'excellence, j'étais dans le bon endroit, tu vois. Et du même côté, j'en parle souvent, tu vois, le Japon est aussi puissant, performant, fin, pointilleux, juste, qui peut être bordélique, sale, grossier, vulgaire. Puisque tout a toujours deux facettes, hein, enfin même plusieurs facettes. Et moi j'ai aussi beaucoup connu ce qu'on appelle le Uranihon, c'est le Japon de l'envers, tu vois, le Japon des ruelles sombres, dans lequel que les touristes ne connaissent pas. Et j'ai adoré aussi. J'ai adoré. Mais c'est vrai que là-bas, en plus, c'est une culture du costume. Tu vois, donc les gens vont travailler en costume. Il y a vraiment beaucoup de marques qui font du costume. En France, c'est devenu anecdotique de porter le costume. C'est vrai. Tu vois, moi, je dois pouvoir compter sur les doigts d'une main les fois où j'ai vu un Français élégant en costume. Les Français ne savent pas plus porter le costume. Ou c'est des costumes qui sont emmerdifiants, quoi. Y a pas de... Ça revient tranquillement. Je vois de plus en plus, même sur des posts sur Instagram, je vois Damien Broderick, qui est un Irlandais, il a 1,3 million de followers. Il y a vraiment un renouveau, en plus du costume revisité, exploré. Et il y a un renouveau aussi, les jeunes hommes et les hommes sont en demande. C'est pour ça qu'un Jordan Peterson cartonne. Parce qu'il y a une demande. Le problème, c'est qu'on part après dans des courants qui peuvent être un peu masculinistes. On les connaît, tu vois, Red Pills, Mal Alpha, enfin, Mekto, il y a toutes sortes de dégradés. Et je comprends que tout part d'une souffrance, toujours. Bien sûr. Mais je crois qu'un des axes, je parlais beaucoup de pleine responsabilité, j'accompagne toujours mes clients et les initiés en fait, à reprendre leurs responsabilités. Et de ne pas projeter leur merde sur papa, maman, les femmes, les pangolins, qui tu veux, tu vois. Reprends ta fucking responsabilité. Et après, on chemine ensemble. Je crois que c'est le point de départ, effectivement. Avant de dire je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie ou de moi-même. Déjà, il faut qu'on se regarde en face et qu'on soit capable de dire... Elle est là, la grandeur. Elle est là. Quand je suis responsable, je suis libre. Et je peux dire oui et je peux dire non. À partir du moment où je m'essuie sur la société, le gouvernement, le système scolaire, papa, maman, la France... le contexte économique. Le contexte économique. Ça y est, je suis à poil. Je suis émasculé, je viens de m'émasculer tout seul. Ça, c'est le plus gros taf que doivent faire les hommes. Les femmes ont un travail similaire, hein, mais là, on parle des hommes. Tu as eu un passage chez les légionnaires. Est-ce que tu peux nous parler de ça? J'ai été faire un peu de sport. En fait, moi, je viens d'une famille où mon père était militaire de carrière avec des
on and off. Yes. Il m'a eu très tard, il m'a 62 ans, donc il a fait toutes les guerres de décolonisation, Deuxième Guerre mondiale, donc c'était heavy un peu, tu vois. Mais il y avait toujours ce truc de l'armée, en fait. Et lui, il m'avait dit, il m'a jamais poussé, il m'a dit non, mais va pas à l'armée, vis ta vie, fais tes trucs, va au Japon. Et j'ai toujours ce truc en tête de je veux tester un jour, tu vois. Et à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais fait le concours de Saint-Cyr, et je foutais rien à l'école, donc évidemment, je l'ai pas eu. Et je m'étais toujours promis un jour dans ma vie de tester, avant que ce soit trop tard, l'armée. Et donc je suis au Japon, je fais 8 ans et demi, 9 ans au Japon, et puis bon, ça y est, Fukushima arrive, je reste sur place, ça y est, c'est terminé pour moi, je me vois plus au Japon. Et en 2012... T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 29. En 2012, je travaille pour une boîte américaine, où je suis recruteur en finance. Je connais rien à la finance, mais ils m'ont pris parce que je parlais bien japonais, à peu près correctement anglais, à peu près. Et que je comprenais bien la mentalité japonaise et que les Japonais se sentaient bien avec moi, donc c'était une grosse plus-value pour eux. Et je m'étais dit, si ce taf il marche pas, je rentre en France. Et le seul truc que je pouvais faire et qui m'excitait un peu, c'était la Légion. À 29 ans, il y a plein d'unités qui sont plus accessibles. J'étais trop vieux. Et la Légion, c'était encore possible. Et je voulais quelque chose qui changeait de l'ordinaire. Et puis le côté international de la Légion me plaisait, tu vois. Je sais que je pouvais pouvoir parler anglais, je devais avoir des mecs du monde entier, il y a toutes sortes de profils, et puis il y a tout l'inconscient collectif autour de la Légion qui est quand même kiffant, tu vois. Effectivement, le taf marche pas, je suis viré, c'est le premier taf de ma vie où je suis viré. Pour l'anglais, parce que le gars me dit que je parle pas assez bien anglais. Et là, je dis, c'est bon, je me casse. Et je prends mon billet dans les 3 mois, et le 11 septembre 2012, j'atterris en France, et peut-être 2 semaines après, je suis à la porte de la Légion, à Aubagne, avec une paire de Vans troués, un sac, 20 € sur moi, et l'aventure commence, quoi. Et c'était cool. Qu'est-ce que ça t'a appris? Comment? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris? À dire non. J'ai dû me positionner encore, à aussi avoir un but. C'est que j'avais préparé mon incorporation à la Légion, je m'étais entraîné, j'étais prêt. Donc je me suis rendu compte que j'avais la rigueur, que je pensais pas avoir, mais je l'avais en fait. Qu'en fait, je me suis mis en mode, vraiment, je me suis mis comme on dit souvent à l'armée, j'ai éteint le cerveau, tu vois, j'ai coupé le cerveau et ça fait du bien. J'étais aussi parti à la Légion justement parce que il y avait une partie de moi qui voulait disparaître. Je voulais être un matricule. Je voulais sortir de mon histoire et de l'histoire que je me racontais toujours. Et ça, je voulais être un mec crâne rasé en slip dans le couloir comme les autres. Tu vois, même le slip est comment dirais-je, uniforme. Ouais, il était fourni, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de marque de ton petit truc, tu vois. En plus, moi, je suis pas tatoué, tu vois. Des gars, à la rigueur, ils sont tatoués, mais et on était tous alignés et ça m'allait très bien comme ça. Et je suis resté 6-7 mois. Ouais, j'ai pu explorer plein de choses. Et je comprends que c'est nécessaire pour certains hommes qui cherchent un cadre. L'armée, c'est papa, hein. L'armée, c'est le cadre et c'est aussi une famille. Donc il y a aussi le côté aussi féminin. Après, dans moi, l'expression de masculinité et l'expression d'amour, il y a de l'amour à l'armée, bien sûr. Je parle d'amour en approche spirituelle, comme on l'a dit, hein, expression d'amour. Et il y a aussi beaucoup d'appels à l'amour. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent se réfugier à l'armée pour avoir une famille, tu vois, qu'ils n'ont souvent pas eu, ou un cadre qu'ils n'ont souvent pas eu. Donc heureusement qu'il y a l'armée pour ça. Après, le seul problème, c'est la finalité. C'est pour ça que j'adore ce qui se fait maintenant dans le monde en termes de men's work, d'alchimie masculine. Il y a des communautés, des groupes qui se créent. Et on n'a pas besoin d'aller à la guerre pour en fait avoir un cadre et nous déployer et nous libérer émotionnellement. On peut créer un cadre. Exactement. Et ce qu'on appelle un container en anglais, un récipient, un réceptacle dans lequel les hommes peuvent se libérer émotionnellement sans forcément être dans des phases de compétition, de challenge un peu hardcore et avec une finalité d'aller au combat et de potentiellement appuyer sur la gâchette. Ouais, parce que bon, après c'est de la politique, on va pas aller sur de la politique, mais c'est un petit peu cet archétype du souverain, l'État qui envoie son peuple à la guerre pour des intérêts. Et puis quand t'es à l'armée, t'es plus souverain de toi-même. Hein. C'est ça. T'es pas souverain. Hein. C'est le grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on est dans une masculinité qui est très affirmée. Ouais. Et paradoxalement, je me suis senti pas du tout maître de ma vie. Ouais. Je parlais de maître de mon espace et de mon temps. Paradoxalement, j'étais absolument pas. Tu lèves la main pour aller pisser à l'armée, hein, donc à l'armée. Dans ta période, quand tu fais tes classes, etc. Après, ça change évidemment. En tout cas, moi, je me suis pas senti dans
dans ma liberté, dans ma grandeur, tu vois. Mhm. Et paradoxalement, j'étais hyper bien. Si j'aurais pu rester, j'étais bien. Ça se passait bien pour moi. Il n'y a eu aucun problème. J'aurais pu rester. Tu vois. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment où tu t'es dit faut passer à autre chose? Bah, c'est la créativité. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la créativité. Et je sentais que c'était... à un moment donné, ça va de là à là, quoi. Faut pas se leurrer non plus. Enfin, et puis personne ne te ment. On te le dit et tu le sais. À l'armée, bah, ça va de là à là. Voilà. Et ça, c'était... En termes de créativité, c'était pas possible. On a fait les... Je me rappelle, on avait fait les... comment ça s'appelle les sketchs de Noël. Une tradition à la Légion, donc c'est à Noël, hein. C'est le 24, le réveillon Noël, bref. Et en fait, on présente devant plusieurs autres compagnies, devant X centaines de légionnaires. On présente en fait des sketchs. On a le droit, c'est un moment en fait de décharge un peu nerveuse et émotionnelle. Ouais. Souvent, c'est nous, on avait déjà 3 mois de classe derrière nous, donc on a emmagasiné pas mal de fatigue, tu vois. Yes. Et là, on fait des sketchs on a le droit de tailler un peu l'encadrement, tu vois, les sous-officiers. En bonne mesure, hein. Faut être malin aussi, parce qu'il y a le lendemain après. Mais t'as le droit de tailler un peu, t'as le droit de rigoler, t'as le droit de te foutre un peu aussi des autres. Et on crée des sketchs. Et c'est d'autant plus un challenge que t'as des mecs il y avait des Mongols, des Kirghizes, des Moldaves, des Polonais, t'as des mecs du monde entier qui ont un français un peu bancal, parce que ça fait que quelques mois qu'ils sont là. Et comme moi je m'étais un peu démarqué, j'avais fait du théâtre et de l'acting. J'avais passé japonais et théâtre au bac et j'avais fait de l'acting et du modeling au Japon. J'étais assez à l'aise, tu vois. Donc, on m'avait donné les clés, si tu veux, des sketchs. Et je prépare tout ça, 2 heures de spectacle non-stop avec une quinzaine de légionnaires. Et j'adore, tu vois. Là, au contraire, je parlais de créativité. Bah là, finalement, je m'éclate en termes de créativité. En plus, les caporaux et sergents me facilitent, me donnent accès à des lieux où on peut s'entraîner. Et je suis sur scène, je participe quasiment à toutes les pièces qu'on fait, toutes les sketchs, et je suis sur scène avec eux, on joue, et à un moment donné, il y a une fulgurance, il y a un truc en moi où je me regarde, tu vois, vraiment comme un avatar. Je vois mes mains, je vois le treillis, je vois les Rangers, je vois devant 200 légionnaires hilars, à moitié bourrés, qui sifflent, tu vois. Je ressens l'amour, je ressens la joie, et en même temps, il y a un gros... Mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, je me regarde, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'aurais pu me mentir et me dire, mais non, regarde, tu cherches de l'amour et tu cherches de la camaraderie, etc. Tu l'as là. Et je dis, non, il faut partir. Et après, ça m'a pris plusieurs semaines après à demander à partir civil. Après, il y a eu presque 3 mois qui se sont écoulés, jusqu'au moment où je suis finalement vraiment sorti. J'ai écouté cette fulgurance, j'ai écouté cette intuition. Cette prise de conscience que, en fait, le chemin ne s'arrêtait pas là pour toi. Et qu'il y avait, à la Légion, il s'arrêtait là. À la Légion, ça s'arrêtait là. Mais que la suite continue. Ouais. Ce chapitre. Et ça a été dur pour moi de sortir. Ouais. Ça a été dur d'affronter, alors que toi, j'ai terminé 3e de ma section, ce qui est un classement. J'ai terminé 3e sur 50 et quelques. Et quand je passe devant je me rappelle, c'était mon adjudant à l'époque, le commandant à Aubagne, etc. Je suis pas bien, quoi. Je bégaye, j'ai les genoux qui flageolent, je suis pas bien. Et ils me disent, bon, bah voilà, tu restes 1 an et demi, je préparais caporal, après tu fais ça. Limite, tout mon avenir était planifié, quoi. Chose que même mon propre père n'a jamais fait, tu vois. Mon père m'a toujours laissé, et là, je me retrouve avec 3 hommes que je connais depuis 6 mois et qui me disent quelles vont être les prochaines 5 années de ma vie, tu vois. Et là, tu vas leur dire, non, en fait, je vais partir. Et là en fait, c'est toujours le mélange. C'est à la fois, au fond de mes tripes, je sais que c'est un grand nom. Et à la fois, je me fais dessus, je suis en flip. Surtout qu'il y a des gars avant moi qui me disent, non, moi je me casse et tout. Et ils y vont, ils rentrent, ils ressortent la tête basse en disant, non, j'ai pas pu le dire, tu vois. Et moi, je passe en 3e et un gars, il a réussi à sortir, un autre, il s'est dégonflé et c'était mon tour. Et j'y vais, et je dis, bah voilà, je sors. Et ils disent, bah, tu te fous de notre gueule ou quoi. Et là, forcément, la culpabilité, tu vois, la trahison, tu vois, je l'ai trahi, je leur ai fait perdre du temps. Alors que moi, j'étais venu en me disant, bah, c'est qui tout double, tu vois, je verrai. Je donne tout ce que j'ai, je termine dans les 5 premiers. Et au moins, je m'offre le luxe de dire, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et c'est clair que quand ils me disent, mais tu t'es foutu de notre gueule ou quoi, t'as des bons résultats, et je comprends, tu vois, je comprends qu'ils étaient dégoûtés, et ça m'a coûté, tu vois, de tenir, et j'étais pas fier, hein, et de dire, non, en ressortant, je me rappelle toujours, je me bute dans la je fais mon salut, tac, je me retourne, je me prends la table et tout, et j'ai su, et je savais que c'était pas là. Et quand, des années plus tard, je découvre le men's work, la chimie masculine, que je vais au Sacred Sons, après que je commence à animer des cercles d'hommes, que je fais tout ça, et là, j'ai vu ces espaces. Il n'y a pas moins d'ego.
Faut pas croire. Hein. Il y a toujours de l'ego, il y a toujours des choses à recadrer, etc. Mais au moins dans un espace où on peut explorer ça. En tout cas, j'ai des hommes en face de moi qui sont là pour explorer ça. Et ça, c'est la grosse différence. Et peut-être qu'ils vont être plus réceptifs à réfléchir, introspecter, se remettre en question. Ils sont là pour ça. Ouais. C'est ça qui est puissant. Exactement. Il y a plusieurs choses qui sortent dans ton histoire qui sont importantes pour moi, fondamentales même par rapport à toute cette conversation. Déjà, le côté de dire j'ai une voix intérieure à un moment qui me dit en fait il y a autre chose qui m'appelle. L'importance d'écouter cette voix intérieure, même si ça peut faire peur. Tu parles de la confrontation, de la friction. Je vais quitter un groupe, encore plus. C'était sacrifice, hein. C'était sacrifice à faire. Hein. Et donc dans ce chemin vers l'histoire qu'on veut vivre, écrire, raconter, le potentiel, cette grandeur qu'on peut tous incarner à notre manière, il y a ces choses-là, il y a ces moments-là où il y a un truc qui t'appelle, il y a de l'incertitude, il y a du doute, tu sais pas exactement où tu vas quand tu quittes la Légion, tu sais pas ce qui va se passer exactement. Zéro plan. 3 000 € en poche et zéro plan. Voilà, tu plonges dans l'inconnu en fait, ça fait partie du chemin. Ouais. Et ensuite, donc il y a la résistance, le sacrifice, la confrontation. Et autre chose dont on n'a pas parlé dans ce chemin vers la grandeur, l'échec, ça en fait partie aussi. Ouais. Après, pour moi, l'échec, c'est l'ego qui essaie de justifier ce qu'il comprend pas. Tu vois, c'est comme ça n'a pas été comme moi je voulais, que moi je croyais que c'était bien, que ça devrait aller, bah, je t'appelle ça un échec. Bah, en fait, non, il n'y a pas d'échec. Tu vois, même si par rapport à la Légion, plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, putain, est-ce que j'aurais dû rester? Tu vois, quand je vois des fois des trucs, des émissions, où je vois des comptes Instagram, tu vois, je dis, ah putain, j'aurais peut-être dû rester et tout. Après, je fais non. Non. Et en même temps, tu vois, j'ai gardé des bons potes, des bonnes amitiés. J'ai gardé Pour moi, les légionnaires, ils ont un mindset, ils ont un bête de mindset, tu vois. Il y a une intégrité, il y a un cadre. Et après, comme dans tous les groupes, hein, tu as de tout. Bien sûr. Mais globalement, et les légionnaires sont réputés pour ça. Il y a un truc de rigueur et de... Les mecs sont carrés, quoi. Qui te suit aujourd'hui encore, j'imagine, qui est avec toi. Ouais, en fait, ça a nourri encore plus, comment dire, ce que j'avais déjà exploré au Japon. Parce que j'étais dans le pays, en fait, de la rectitude et de... Ouais, tu m'étonnes. Tu vois, j'étais dans ce pays-là. Et c'est comme toujours, tu vois, au Japon, j'étais un peu bordélique, mais au final, par rapport à la plupart des Français, je suis hyper carré, tu vois. Et comme je faisais des arts martiaux et que j'étais déjà au Japon, bah, quand je suis arrivé à la Légion, c'était pas trop compliqué pour moi. Et en même temps, il y a des espaces où j'étais une brêle. Tu vois, et je m'inspirais de gars qui arrivaient du fin fond de la Moldavie ou du Brésil et montraient des trucs. Je suis putain, j'apprends tellement. Et c'est vrai que c'était fascinant. Tu vois, les gens qui croient que les militaires sont des teubés, mais t'apprends tellement de choses à l'armée. C'était, on avait un carnet, et même en termes de base, tu vois, on reprenait les bases d'apprentissage, de structure, de cadre de la pensée. Et c'était fascinant, tu vois. On apprenait par cœur, on devait dessiner pour mémoriser toutes les pièces. C'est une masse d'informations, les gens ne se rendent pas compte, la masse d'informations que tu intègres. Et ça, j'ai trouvé ça exaltant, excitant, fascinant. Je trouvais ça super. Et je suis heureux de l'avoir fait. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je serais même partisan pour qu'il y ait des services. Je ne savais même pas, j'en ai parlé hier à mon beau-fils. J'ai découvert le SNU. Je ne savais même pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est ? C'est le service national utilitaire. D'accord, je connaissais pas. Qui va être mis en place ou qui veut le mettre en place. Je crois que c'est 2 semaines parce que de façon générationnelle, en fait, ils veulent proposer un espace de cohésion sociale et de cadre aux jeunes. Et notamment avec un genre de service civique avec des anciens gendarmes, militaires, pompiers, etc. Parce que, pourquoi pas on est vraiment dans cette génération, cette époque du cadre, tu vois, où la sanction, ça marche pas. Tu vois, c'est pas grave, tu vois, le truc, faut les laisser faire, ça marche pas. Et dans un espace, en fait, de responsabilité. L'importance aussi de travailler avec les hommes pour que les hommes, en fait, soient souverains dans leur famille, pas des petits tyrans de merde, mais soient vraiment des souverains et qui puissent accompagner leurs enfants. On n'est pas parfait, hein. Moi-même je me craque encore, on chemine, mais vraiment que repartir à une cohésion familiale, un enfant qui est encadré, qui est entouré, qui est aimé tel qu'il est, c'est un élément essentiel de la société. Et ça, il n'y a pas de prédisposition culturelle ou quoi que ce soit. En fait, un enfant qui est aimé et protégé, et après, en fait, il ne peut que s'explorer et s'expandre. Maintenant, chaque culture, chaque égrégore doit reprendre sa responsabilité. J'avais fait une vidéo avec, je peux passer un big up, Soy Tulki avec Emir Ali Hench. Je ne sais pas si tu l'as vu, où on parle de la mer Méditerranéenne. Ouais.
on s'est fait dézinguer, tu vois. Ah. Je dis, bah c'est bon, on vous voit. On vous voit. On dit effectivement que le système de la mer méditerranéenne, un peu des fois la mère culpabilisatrice, qui va protéger l'aîné ou les garçons et qui garde dans son giron les enfants et jusqu'à pas d'âge. Enfin, c'est pas sain en fait. Tu vois, et chaque culture doit se remettre en question en fait. Et voir ce qui fonctionne pas. Au lieu de critiquer, de râler, bah ok, incarne-le, commence par ton écosystème, commence par ta famille. Tout à fait. Et ça sert à rien de critiquer sa culture ou non. Bien sûr. Prenons de nos ancêtres, prenons de nos cultures. Moi, pendant longtemps, je supportais pas être blanc et français. Tu vois, même mon italienneté, je la supportais pas. Tu vois, et à un moment donné, arrivé à la quarantaine, j'accepte tout. J'accepte le poids de vin, le sologno, l'italien, tu vois, le côté soufi, le côté. J'accepte tout, le légionnaire, j'accepte toutes ces étiquettes que je me suis données au fil des années, quoi. Ouais. Ça revient à ce que tu disais un petit peu avant quand tu parlais de reprendre sa responsabilité. C'est le début. C'est à ce moment-là que ça commence. Bien sûr. Ce que tu viens de dire quand tu parles de la famille, la mer méditerranéenne, on pourrait mettre d'autres choses, la culture, certains environnements. Tu sais, quand on parle de grandeur, quand on parle de vouloir faire les choses, d'entreprendre, parfois ce que tu vas entendre, c'est reste à ta place, fais pas trop de vagues. Tu vois, tout ce genre de peut-être comportement passif-agressif, comme tu le disais tout à l'heure. Encore une fois, de la friction, de la résistance que tu dois traverser. Qu'est-ce que tu réponds à toutes ces choses-là? Comme on l'a dit tout à l'heure, la vie demande du courage en fait. Si j'accepte d'être seul, et parce que le parcours de soi avec soi est pavé de solitude, ou plutôt de rencontre avec soi-même. Au lieu de dire je suis seul, j'adore dire je suis avec moi. L'invitation, c'est peut-être d'avoir le courage de passer du temps avec soi. Et en passant du temps avec moi, j'accepte de me défaire de la validation des autres, même de mes parents. Et je ne suis pas un mauvais fils en ne demandant pas la constante validation de mes parents, de ma mère. Et au contraire, c'est un cadeau que je fais en fait. Parce qu'encore une fois, dans la famille, tu en as toujours un ou une qui est le mouton noir, tu vois, qui trace son chemin. Et eux, ils sont là. Moi, je crois au contrat d'âme. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, qu'on choisit nos parents, on choisit nos familles. Que vous soyez d'accord ou pas, peu importe. En tout cas, c'est ma croyance et mon expérience conforte ça. Ouais, je souscris à ça aussi. Voilà, c'est cool parce que ça permet beaucoup de sortir de la notion d'injustice, de pourquoi je me retrouve dans cette famille, Oui. Pourquoi. Non, ton frère te permet ça, ta sœur te permet ça, ton père te permet ça, ta mère. En vrai, qu'est-ce que te permet Moi, ma mère m'a permis, elle m'a toujours dit, je te souhaite de pas avoir la vie que j'ai eue, tu vois. Et ça fait un électrochoc pour moi, tu vois. Mon père, en fait, par son énergie aventurière, bâtisseur, etc., je me suis plugué à lui, tu vois. Je prends ce que j'aime et j'ai fait en sorte au fur et à mesure d'éluder, d'enlever un peu ce que je voulais pas, en fait, que j'avais récupéré, en fait. Ça demande effectivement d'accepter d'être parfois seul avec soi. Et ça, beaucoup de gens, beaucoup d'ego. J'aime pas dire les gens, je parle de mon ego aussi, a souvent été terrorisé par ça. Et je me suis imposé plusieurs fois dans ma vie. Ouais. Et même là, en fait, c'est marrant qu'on en parle, parce qu'en ce moment, je me prends 15-20 minutes le soir dans le silence. Parce que je me suis rendu compte que j'étais reparti dans une dynamique où j'avais peur du silence. L'importance de se retrouver, se connecter avec soi-même, accueillir aussi ce qui passe. La puissance du silence. Ouais, faire de l'espace. Ouais, parce que la vérité apparaît dans le silence. Ou de l'espace, comme tu le dis. Quand j'autorise un espace et du silence, ma vérité apparaît. C'est là que quelque chose peut émerger. On sait, en fait, on sait tout. Moi, je dis souvent, moi, je suis pas là ni pour t'aider, ni pour te sauver, je vais pas t'apporter. En fait, on n'a rien réinventé depuis Marc Aurèle, les Égyptiens, les Sumériens. On n'a rien inventé, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Oui, il y a des outils qui changent, il y a l'intelligence artificielle, il y a ce que tu veux. Il y a des médiums, des artefacts, des moyens, de nouveaux moyens qui apparaissent. Mais dans la substance, et c'est ce que dit, j'adore Robert Greene dans un de ses derniers livres, je crois que c'est le dernier, Les lois de la nature humaine, il dit les montagnes bougent, tout évolue, mais une des choses qui évolue le moins, c'est la mentalité humaine, en fait. C'est la nature humaine. Ne change quasiment pas. Les blessures sont les mêmes, les projections, la rancune, la jalousie. Et le but, c'est pas de dire l'humanité, c'est de la merde, je préfère traîner avec des labradors. Non, va pas te cacher avec des animaux.
parce que c'est pareil, c'est pas juste. Genre, je vais prendre chez eux de l'amour, tu vois, ou comme j'ai un enfant pour qu'il me donne de l'amour inconditionnel, parce que je me sens pas aimé par papa-maman, tu vois. Non, je reprends ma responsabilité. Mon enfant, il est pas à ma disposition. À un moment donné, il partira, il vivra sa vie, tu vois. Et je peux pas le garder sous le coude pour remplacer mon mari ou ma femme, tu vois. Non. Et ça, je sais que ça fait appel aux blessures d'âme, ça fait appel à l'abandon, ça fait appel à plein de choses. L'invitation, c'est d'explorer. C'est d'aller voir des thérapeutes, des accompagnants, de tester des choses. Alors, ils ne sont pas tous excellents, il y en a qui correspondront plus ou moins. Mais c'est comme les médecins, c'est pas parce que tu es tombé une fois sur un mauvais médecin que la médecine est mauvaise. Et l'invitation au cheminement. Ça m'a beaucoup marqué quand tu parlais de... en fait, dans le fond, on sait tout. Bien sûr. Donc c'est la thématique du souvenir, aider les gens à se souvenir, faire de l'espace à l'intérieur, le silence, laisser les choses émerger. Carl Jung disait que chacun doit accomplir la voie qui est à l'intérieur de lui. Et ça me ramène vraiment à ça. Géraud, j'ai kiffé cette conversation. C'était incroyable. Pareillement. Et c'était un message, une conversation très importante qui tombe au bon moment pour moi. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ajouter pour conclure ? Oui, cette notion de vous savez déjà, et en même temps, il faut avoir l'humilité de peut-être aller se connecter à des hommes ou des femmes qui résonnent pour vous, d'autres cheminots, comme les appelle un de mes mentors, Marc Sankoff, des accompagnants, d'autres gens qui sont dans la même dynamique. Et vous rappeler aussi de la temporalité. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans cette vie, il y a un début, une fin. On n'est pas vraiment une, mais on a décidé de jouer à ce jeu qui s'appelle la vie, et apparemment, il y a une fin dans cette vie. N'attendez pas. Il y a une version de vous extraordinaire qui est déjà là, et qui ne demande qu'à s'explorer et à s'exprimer. Et bonne chance dans votre cheminement. Merci beaucoup. Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation, qui souhaiteraient entrer en contact avec toi, découvrir ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver ? Principalement Instagram, Géraud Deléa. Ça va apparaître à l'écran. Ouais. Principalement Instagram, ils peuvent nous connecter, venir nous voir en message privé. Et puis là, on est en plein lancement des événements Club des Initiés. Voilà. Super, impeccable. Donc ils viennent nous voir, ils nous envoient un message privé, tout est sur le feed. Et on est en train d'affiner tout ça. Impec. Géraud, merci encore. Merci à toi. Et à très vite. À bientôt.